L'homme dans le miroir n'était plus un général, ni même un consul. C'était un conquérant, et la France était trop petite pour ses ambitions. Le pouvoir qu'il avait obtenu par le sabre, il allait maintenant le sanctifier par un symbole millénaire, une couronne. Mais Napoléon n'allait pas recevoir ce pouvoir d'une autre main, fût-elle celle du pape. Il allait le prendre. Le 2 décembre 1804, dans la splendeur glaciale de Notre-Dame, le monde retint son souffle. Au moment crucial, Napoléon prit la couronne des mains d'un pape Pie, sept stupéfait, et, dans un geste d'une arrogance sublime, la posa lui-même sur sa tête. Puis, il couronna son amour, sa Joséphine. Cet acte n'était pas seulement un couronnement, c'était une déclaration. Il n'y avait aucune autorité au-dessus de la sienne. Il était l'empereur des Français par sa propre volonté. La République était morte. Vive l'Empire! Ce geste sismique envoya une onde de choc à travers toutes les vieilles monarchies d'Europe. Pour elles, un roi était choisi par Dieu. Cet homme, ce Corse sorti de nulle part, venait de déclarer que l'homme pouvait devenir son propre Dieu. Dans la cathédrale, l'air était lourd, un mélange de magnificence et de tension palpable. Napoléon contrôlait chaque détail, allant même jusqu'à exiger que sa mère, absente, soit peinte sur le tableau officiel de la cérémonie, une manipulation magistrale de la propagande naissante. Il ne recréait pas seulement un empire, il peignait sa propre mythologie. Mais cette couronne, si brillante sous les lumières de la cathédrale, projetait déjà une ombre immense sur toute l'Europe. Mais vous n'avez pas encore vu la plus grande surprise? Devenir empereur signifiait devenir la cible de tous les anciens rois. L'Autriche, la Russie, l'Angleterre, tous se liguèrent une fois de plus pour abattre l'ogre corse. Ils massèrent des armées gigantesques, certaines de leur victoire. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils marchaient droit dans le plus grand piège de l'histoire militaire. Un an jour pour jour après son couronnement, le 2 décembre 1805, près d'un petit village nommé Austerlitz, le chef-d'œuvre de Napoléon allait s'accomplir. Il fit croire à l'ennemi que son armée était faible. Il les attira délibérément sur le terrain de son choix, les incitant à quitter les hauteurs stratégiques du plateau de Pratzen. Le brouillard matinal cachait son véritable plan. Lorsque le soleil perça les nuages, le fameux soleil d'Austerlitz, il donna l'ordre. Ses troupes, cachées dans la brume, surgirent et prirent d'assaut le plateau abandonné, coupant l'armée ennemie en deux. La panique s'empara des Russes et des Autrichiens. Des milliers d'entre eux retentèrent de fuir sur les étangs gelés. Napoléon, impassible, ordonna à son artillerie « Tirez sur la glace !» Le son du canon se mêla au craquement de la glace et aux cris des hommes engloutis par les eaux glaciales. Austerlitz n'était pas une bataille, c'était une exécution. La victoire fut totale. L'ordre ancien s'effondrait. Napoléon était le maître incontesté du continent. Il s'entoura de ses maréchaux, les instruments de sa gloire. Des hommes comme Lannes, son ami le plus proche, Davout, le tacticien de fer, Ney, le brave des braves. Il les avait élevés de la poussière, leur avait donné des titres de duc et de prince. Ils lui étaient été farouchement loyaux, mais Napoléon ne voyait en eux que des outils, des extensions de sa propre volonté. Cette incapacité à voir ses plus grands subordonnés comme des égaux semait déjà les graines de futures trahisons. Il démantela le Saint-Empire romain germanique et le remplaça par sa propre création, la Confédération du Rhin. Il se voyait désormais comme plus qu'un homme, un homme de destinée. C'est à ce moment que l'ombre de l'arrogance commença à grandir dangereusement. Mais sa véritable révolution n'était peut-être pas sur le champ de bataille. Entre deux campagnes, il accomplit une œuvre qui allait lui survivre, le Code civil, rebaptisé plus tard le Code Napoléon. Ce monument juridique unifiait les lois françaises. Il consacrait l'égalité de tous les citoyens devant la loi, la liberté de conscience, le droit de propriété et l'abolition des privilèges de naissance. C'était l'esprit de la Révolution, organisé et gravé dans le marbre par un empereur. Ce code fut exporté dans toute l'Europe conquise, et il forme encore aujourd'hui la base du droit civil dans des dizaines de pays. C'est peut-être là son héritage le plus durable. Pourtant, il restait un ennemi insaisissable, l'Angleterre. Ne pouvant l'envahir, il décida de l'asphyxier. Il décréta le blocus continental. Ce fut une erreur colossale. Le blocus ne fit pas seulement souffrir l'Angleterre, il créa une économie parallèle de contrebande et étrangla les nations alliées.
Les ports de Hambourg à Lisbonne se révoltèrent en silence, et la loyauté envers l'Empire commença à s'éroder face à la ruine économique. Pour imposer ce blocus, il fut contraint d'envahir le Portugal, et pour ce faire, il dut traverser l'Espagne. Et c'est là, en Espagne, que l'aigle impérial se heurta à un mur invisible, le peuple. Il plaça son frère Joseph sur le trône d'Espagne, mais les Espagnols n'acceptèrent jamais ce roi étranger. Une nouvelle forme de guerre éclata, la guérilla. Ce n'était pas une guerre de manœuvre qu'ils maîtrisaient si bien, c'était une guerre de l'ombre, d'une brutalité sans nom, immortalisée par les peintures de Goya. Cet ulcère espagnol allait ronger les forces de l'Empire pendant des années. L'empereur, habitué à vaincre des armées, était impuissant face à une nation. Mais attendez, ne manquez pas ce détail. La plus grande fissure dans son armure n'était pas politique ou militaire, mais profondément personnelle. L'Empire avait besoin d'un héritier, et Joséphine, son grand amour, ne pouvait lui en donner. La pression venait de toutes parts, de sa famille, notamment de ses sœurs qui détestaient Joséphine, et des nécessités de l'État. La raison d'État exigeait un sacrifice. Leur relation avait toujours été une tempête de passion, mais leur lien était profond. La décision de la répudier fut la plus froide de sa vie. La scène fut terrible. Il lui annonça la nouvelle seul à seul, et elle s'effondra en sanglots. Plus tard, au palais des Tuileries, ils durent lire des déclarations publiques, leur voix brisée par l'émotion. C'était un spectacle cruel, l'amour sacrifié sur l'autel de l'ambition dynastique. En divorçant de Joséphine, beaucoup dirent qu'il divorçait aussi de sa bonne étoile. Il épousa la jeune archiduchesse d'Autriche, Marie-Louise. Ce mariage était purement politique, une tentative de légitimer sa dynastie en s'alliant à la plus ancienne maison royale d'Europe. Il obtint son héritier, le roi de Rome, mais se retrouva piégé dans une cour glaciale et formelle, loin de la chaleur et de la passion de Joséphine. Le sommet du pouvoir est un endroit terriblement solitaire. Et pendant qu'il consolidait son empire, son plus grand allié, le tsar Alexandre Ier de Russie, suffoquait. Leur relation avait commencé par une fascination mutuelle sur un radeau à Tilsit, où ils s'étaient partagé l'Europe. Alexandre était charmé par le génie de Napoléon, et Napoléon voyait en Alexandre un partenaire pour son nouvel ordre mondial. Mais cette amitié des rois était fragile. Le blocus continental avait ruiné l'économie russe. Face à la pression de sa noblesse, le tsar n'eut d'autre choix que de rouvrir le commerce avec l'Angleterre. Pour Napoléon, c'était plus qu'une rupture économique, c'était une trahison personnelle, la rupture d'un serment. Un défi qu'un homme comme lui ne pouvait ignorer. L'Europe était trop petite pour 2 maîtres. En 1812, l'inévitable arriva. Napoléon rassembla la plus grande armée que l'Europe ait jamais connue. Plus de 600 000 hommes venus de 20 nations. Une force si colossale qu'elle semblait capable de conquérir le monde. Sa destination, Moscou. Son objectif, mettre le tsar à genoux. Ses conseillers les plus sages le supplièrent de ne pas le faire. Ils lui parlèrent des distances infinies, de la terre brûlée, et surtout, du terrible général ivre. Mais il n'écouta personne. Il était Napoléon. L'impossible n'existait pas dans son vocabulaire. Il ne savait pas encore qu'il marchait non pas vers sa plus grande victoire, mais vers le tombeau de sa grande armée, dans les neiges qui allaient devenir sa propre légende noire.